Lors de la publication aux éditions Hetzel de la Jangada en 1881, les lecteurs des Voyages extraordinaires découvrent, en complément de ce roman de Jules Verne, un texte intitulé « De Rotterdam à Copenhague, à bord du yacht à vapeur Saint-Michel ». L'auteur est Paul Verne, le frère de notre romancier. Apparaissent ainsi, au sein même de la collection des Voyages extraordinaires, les propres aventures de Jules Verne et de son frère Paul. Jules Verne aurait-il donc été lui-même un extraordinaire voyageur? Non, car bien évidemment, il n'est jamais allé sur la Lune. Il n'a pas franchi la ligne de l'équateur et n'a pas eu l'occasion de visiter les fonds sous-marins. Pourtant, Jules Verne a été un voyageur et la liste de ses destinations est loin d'être négligeable. Mais surtout, il est un amoureux inconditionnel de la mer. Et nul doute que l'ode au monde maritime, prononcée par l'un de ses héros, Olivier Sinclair, dans le roman Le Rayon Vert, ne soit précisément ce que ressent au plus profond de lui-même l'auteur des Voyages extraordinaires. Je ne peux voir partir un navire, vaisseau de guerre, bâtiment de commerce ou simple chaloupe de pêche sans que tout mon être ne s'embarque à son bord. Je pense que j'étais fait pour être marin, et si cette carrière n'a pas été la mienne depuis mon enfance, je le regrette chaque jour. Jules Verne est un amoureux de la mer, une passion que l'on retrouve dans son œuvre, puisque la majorité de ses romans sont maritimes. Cette attirance vers les bateaux, vers l'océan, Jules Verne la découvre durant sa jeunesse, sur les quais du port de Nantes. En 1891, Jules Verne écrira d'ailleurs pour un grand journal américain que l'origine de son œuvre se trouve tout d'abord dans le mouvement maritime du port de son enfance. C'est là qu'il va commencer à rêver d'aventures maritimes. C'est là qu'il va commencer avec son jeune frère Paul son apprentissage de la navigation. Il y avait au bout du port un loueur de bateaux à 1 franc la journée, écrit-il à ses lecteurs américains. Ah, quelles écoles! Les faux coups de barre, les manœuvres manquées, les écoutes larguées mal à propos, la honte de virer vent arrière quand la houle troublait le large bassin de la Loire devant notre Chantenay. Son Chantenay est alors ce village près de Nantes où ses parents ont acheté une maison de campagne et d'où, enfant, de la fenêtre de sa chambrette, il contemple les manœuvres des navires qui remontent ou descendent le fleuve. L'œil à l'oculaire d'un petit télescope, j'observais les navires, prêts à virer, larguant leurs phoques et bordant leurs brigantines, changeant derrière, puis devant. Cette passion de la mer restera toujours ancrée chez Jules Verne. Et il est révélateur de constater que lorsqu'il commencera à gagner correctement sa vie avec ses premiers succès littéraires au milieu des années 1860, son premier acte d'achat important sera précisément de se faire construire un bateau au Crotoy. Le bateau avance, écrit-il à son éditeur le 28 mars 1868. Il sera charmant. Je suis amoureux de cet assemblage de clous et de planches, comme on l'est à 20 ans d'une maîtresse. Et je lui serai encore plus fidèle. Ah, la mer, quelle belle chose, même au Crotoy, où elle ne vient que 2 fois par jour. Certes, il ne s'agit que d'un petit bateau, construit sur le modèle de ceux des pêcheurs de la baie de Somme. Mais pour Jules Verne, c'est le sommet du luxe, avec sa petite cabine, sa table d'écriture, ses matelas remplis de varech. C'est d'ailleurs en grande partie à bord de ce petit navire, baptisé le Saint-Michel, que Jules Verne va écrire son chef-d'œuvre maritime, 20 000 lieues sous les mers. C'est ce qu'il avoue à son éditeur en écrivant une lettre à bord du Saint-Michel depuis Londres le 19 août 1868. Je finis là le premier volume de 20 000 lieues sous les mers, tout comme si j'étais dans mon cabinet de la rue de Sèvres. Est-ce assez beau? Et quel aliment pour l'imagination! Lorsque le capitaine Nemo exprime au professeur Aronnax son amour de la mer, ce sont les propres passions de Jules Verne qui sont ici formulées. Oui, je l'aime. La mer est tout. Elle couvre les 7/10 du globe terrestre. Son souffle est pur et sain.
C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n'est que le véhicule d'une surnaturelle et prodigieuse existence. Elle n'est que mouvement et amour. À la belle saison, dès le milieu des années 1860, Jules Verne est dans le petit port de pêcheurs du Crotoy, dans la baie de Somme. Et régulièrement, il part en mer, sur son Saint-Michel, 3 ou 4 jours, pour se secouer la cervelle, comme il dit. Il a besoin de cette surexcitation pour vivre, mais aussi pour trouver l'inspiration et nourrir ses romans. Certes, ce ne sont pas alors de grands voyages. Il sillonne la Manche, fréquente régulièrement l'Angleterre, remonte le long des côtes belges. Si la taille de son bateau ne lui permet pas de faire de longs voyages, l'occasion de traverser l'Atlantique et d'aller en Amérique s'est présentée en 1867. Poussé par son frère Paul, il embarque avec celui-ci à bord du plus grand navire de l'époque, le Great Eastern, et part pour New York. Cette traversée sur ce bateau gigantesque et ce séjour d'environ 1 semaine en Amérique lui offrira la trame de son ouvrage « Une ville flottante ». Le succès de ses livres permet à Jules Verne d'envisager en 1875 la construction d'un nouveau bateau. Ce sera le Saint-Michel II, dont le lancement sera effectué l'année suivante. L'aménagement de ce cabinet d'écriture flottant est suivi avec beaucoup d'attention par l'auteur des Voyages extraordinaires. C'est d'ailleurs devant ce Saint-Michel II que nous nous trouvons actuellement, ou tout au moins sa réplique, construite à Nantes dans les premières années du XXIe siècle, près de 140 ans après l'original, par l'association Caldeux de Lille. Durant l'été 1877, avec son nouveau bateau, Jules Verne réalise un vieux rêve. Revenir dans sa ville natale avec son propre bateau en faisant le tour de la Bretagne. Et c'est sur les quais du port de son enfance que son frère Paul lui parle d'une affaire, celle d'un yacht à vapeur magnifique mis en vente par un aristocrate angevin. Jules Verne a le coup de foudre pour cet élégant navire de 33 mètres et il fait la folie de sa vie. 55 000 francs or, qu'il peut payer grâce en grande partie à l'adaptation au théâtre de quelques-uns de ses voyages extraordinaires, tels le Tour du monde en 80 jours. Jules Verne fait de Nantes le port d'attache du Saint-Michel III. Et le 25 mai 1878, Jules Verne peut enfin réaliser l'un de ses rêves d'enfance. Il est à bord de son yacht, entouré de son frère Paul, de quelques amis et d'un équipage composé d'une dizaine de membres, tous bretons, tiendra-t-il à préciser. Ce jour-là, le Saint-Michel III débute son premier grand voyage. Et contemplant ce quai de la fosse de Nantes qu'il voit s'éloigner, Jules Verne doit se replonger dans ses souvenirs d'enfance. Lorsque gamin, il contemplait les navires amarrés dans ce port, rêvant de partir pour des aventures maritimes lointaines. Cette fois, c'est lui qui part, à bord du navire dont il est le maître, l'armateur. Ce premier grand voyage du Saint-Michel III entraînera Jules Verne jusqu'en Méditerranée et dans une découverte de l'Afrique du Nord, ce qu'il renouvellera d'ailleurs en 1884. Voyages qui donneront là aussi des champs d'impression pour l'écriture de futurs romans tels Mathias Sandorf ou encore Clovis d'Ardentor. La liste des romans du cycle des Voyages extraordinaires, inspirés des propres voyages de Jules Verne, n'est pas négligeable. Nous pourrions citer, entre autres, Le Rayon Vert, avec l'Écosse, que Jules Verne a plus d'une fois visité, mais aussi le roman Un billet de loterie, publié en 1886 et inspiré d'un voyage de l'auteur en Scandinavie en 1861. Un voyage durant lequel Jules Verne aura eu l'occasion de faire l'étonnante ascension d'un impressionnant clocher à Copenhague et dont il se servira pour donner les leçons d'abîme à son personnage Axel Lidenbrock dans le voyage au centre de la Terre. Ainsi, durant près de 25 ans, les voyages réalisés par Jules Verne auront eu un rôle essentiel dans l'écriture de son œuvre, où la fiction
et la réalité, comme on a pu le constater, s'entremêlent plus souvent qu'on le pense. Nous arrivons ici au terme de notre aventure Jules Verne Saga. Cette série de 64 épisodes nous aura permis, en près de 800 minutes, de découvrir ces extraordinaires voyageurs des romans de Jules Verne. Le modèle de ces héros et leurs multiples objectifs géographiques ou scientifiques sont depuis le 19e siècle des références pour nombre d'explorateurs et aventuriers réels. C'est probablement là l'un des héritages les plus étonnants de l'œuvre de Jules Verne. La lecture de ces romans donne aujourd'hui encore l'envie irrésistible de se dépasser, de partir explorer le monde. Nous songeons à la jeune journaliste Nelly Bly, qui fera durant l'hiver 1889-1890 un tour du monde en 72 jours, 6 heures, 11 minutes et 14 secondes dans un étonnant pari journalistique. Nous pourrions aussi citer le commandant Charcot qui, à bord de son navire polaire le Pourquoi pas, dans le premier tiers du XXe siècle, partira à la quête du pôle Nord sur les traces du capitaine Hatteras. Plus près de nous, il y a Neil Armstrong, qui tiendra à rendre un hommage au visionnaire Jules Verne au cours de son retour de la Lune en juillet 1969. Comment ne pas citer également Bertrand Piccard, avec ses différents tours du monde, en ballon, ou tout récemment en avion solaire, avec cette référence régulièrement évoquée de Jules Verne. Célèbres ou inconnus, des hommes et des femmes auront encore certainement envie de voyager à la Jules Verne, rendant pour bien longtemps son œuvre toujours présente en nous.